Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. C'est notre rendez-vous du mercredi matin avec Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur à l'émission et dans d'autres plateformes médiatiques. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est en pleine rentrée scolaire. Vraiment, cette semaine, ça occupe beaucoup d'actualités. On voit beaucoup le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, sur différentes tribunes. On va s'amuser ensemble ce matin. Imaginons qu'on a devant nous une liste, OK, du gouvernement du Québec. Quelle serait la place de l'éducation dans la liste des priorités, à ton avis, en 2023? Aïe, 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 aïe. Quel beau jeu questionnaire. Écoute, j'aurais de la difficulté à faire la nomenclature de l'ensemble des sujets qui sont plus importants que l'éducation, tellement ils sont nombreux. Mais attends, est-ce que c'est dans les 3 premières positions, à ton avis, actuellement? Ah ben non. Ah ben là, ça c'est facile, là. Clairement pas dans les 10 premières. Ah ben, en fait, je vais répondre à ta question par une question. Tu sais, ça se joue à deux, ces petits jeux-là. Donne-moi une réalisation d'importance. Et là, c'est objectif. Là, c'est pas une question d'opinion. Ouais. Une réalisation d'importance, entre guillemets, en matière d'éducation, jugée comme étant positive au cours des 5 dernières années. Ben, je dirais la construction des lab-écoles. Le projet avec... oui, j'ai réussi. Hein, je gagne un morceau de robot. OK. Bravo, j'y aurais pas pensé. On s'entend que tu as tout à fait raison, mais c'est quand même pas... On s'entend, là, oui, c'est bien, c'est sympathique et tout, mais c'est quand même pas névralgique non plus. Le réseau d'éducation au Québec n'a pas pris une nouvelle tangente. Donc, si tu exclus ce que tu me dis là, et encore là, je peux faire erreur, mais moi, ce que je sais, là, notamment ici, dans le grand centre de Montréal, des écoles vétustes remplies de champignons, de moisissures, il y en a plein. Des problèmes de ventilation, il y en a plein. Quand le fédéral est allé donner 650 millions à Québec pour ventiler les écoles pendant la pandémie, cet argent-là n'a jamais été investi. On ne sait pas où il est, mais clairement, il n'a pas été investi dans la ventilation. Qu'est-ce qu'on disait aux profs? On disait, ouvrez la fenêtre, c'est tout. Même si on vit au Québec au mois de janvier à moins 20, moins 25, moins 30 parfois. En d'autres termes, s'il y avait un minimum de respect pour l'éducation et évidemment pour ses profs, ce genre d'affaires-là, n'arriverait pas. 2, on investirait d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue immobilier, mais aussi d'un point de vue ressources. Il manque actuellement, Frédéric, plus de 8000 profs. Et ça commence à être du monde à messe. Là. Dans une société qui se respecte, on serait en train de s'auto-immoler avec une histoire de genre. Et là, tu as le ministre de l'Éducation qui nous dit il y a 2 semaines, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il y ait un adulte par classe. Et on est rendu à ce niveau-là. Un adulte, pas besoin d'être qualifié, pas besoin d'avoir de bac, pas besoin d'avoir fini ton secondaire, juste besoin d'être un adulte. Si on est rendu à accepter ça comme société, c'est que franchement, je pense qu'on est en train de mourir en quelque sorte. Parce que c'est vrai qu'on met énormément l'emphase sur la recherche d'enseignants, de personnel. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce que là, on a l'impression que toutes les énergies, tout le monde est dédié à cette cause. Mais la recherche, moi, je suis pas contre la recherche de personnel. Je pense que c'est une bonne idée, mais je pense que la meilleure idée, ce serait peut-être de conserver ceux et celles, je vais dire celles surtout parce qu'ils sont majoritaires, qui sont déjà là. Qu'est-ce qu'on a fait pour les profs depuis 5 ans? Et puis là, ce que je te dis là, on s'entend bien, hein, ça s'applique aussi à ce qui se passait chez les libéraux avant. Là, c'était pas beaucoup plus glorieux. Qu'est-ce qu'on a fait pour valoriser, entre gros guillemets, ces profs-là qui ne jouent pas au prima donna, hein, par ailleurs, qui veulent juste, et les requêtes sont claires, sont précises, qui veulent juste être respectés dans le cadre de leur fonction, notamment en ayant des ressources suffisantes. Or, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On remplit les salles de classe à craquer. Toutes les ressources en matière de psycho-ci, psycho-ça, ça n'existe plus. En fait, ça existe encore, mais il y a des manques criants à peu près partout. Toutes les requêtes des profs, donc, sont à peu près rejetées du revers de la main. On n'a pas d'argent pour ça. C'est trop compliqué. Qu'est-ce qui arrive? C'est un sacré paquet de profs qui tombent en burn-out, en dépression, et puis je les comprends très, très bien, je ferais pareil. Et puis, il y en a aussi qui se disent, moi, j'ai été malade, je retourne pas dans cette espèce d'enfer-là sur Terre. J'ai un bac, j'ai des compétences, je suis capable de me débrouiller dans d'autres domaines, puis bifurque justement vers d'autres secteurs. En d'autres termes, on en perd un sacré paquet. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas tout simplement ceux qui sont là. Donc, avant d'aller chercher au diable vauvert un et l'autre, pourquoi tout simplement on ne respecte pas le staff existant? Dans tous les commentaires qu'on peut lire, qu'on peut entendre parfois sur différentes tribunes avec des spécialistes, des élus, des personnes dans le milieu de l'éducation, on entend parfois le terme « états généraux sur l'éducation ». Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu.
entendu, ou encore que ça s'est pas tenu. Rappelle-nous brièvement à quoi ça sert des États généraux. Ben, des États généraux, c'est sûr que ça peut avoir l'air un peu de, comment je dirais, de corporatisme, hein, en quelque sorte, parce que, bon, les syndicats sont là, les boss, les divers intervenants. Moi, je suis pas un méga fan des États généraux à temps plein, mais une fois de temps en temps, ça peut faire du bien, hein. Il y avait des États généraux, il y en a pas seulement en matière d'éducation, il y en a sur n'importe quoi. Par exemple, il y en avait sur l'état de la langue française dans les années 50 et 60, là, notamment ici au Québec. Je pense que c'est important d'en avoir. En éducation, ça commence à faire un bout de temps qu'il y a eu des États généraux porteurs, hein. On se souvient du rapport Parent lors des années 60, hein, qui avait justement recommandé les autobus jaunes puis l'accessibilité. Bon, évidemment, le gouvernement Duplessis venait de s'effondrer, celui de l'Union nationale aussi par la suite. Et là, on rentrait dans ce qu'on appelait la révolution tranquille et on remettait l'éducation au cœur de... Or, moi, je suis d'avis, Frédéric, puis je peux me tromper, mais franchement, je pense qu'il est temps pour qu'on se rassoie tout le monde ensemble, là, puis qu'on commence à se gratter la tête en disant, OK, qu'est-ce qu'on veut comme éducation au Québec? C'est quoi les priorités? On entend François Legault, c'est ma priorité. Il n'a jamais rien fait pour rendre ça prioritaire, qu'on se comprenne bien. Donc, d'avoir cette espèce de discussion-là avec des experts, là, pas seulement des démagogues qui débarquent avec des spins politiques, mais de vrais experts, parce qu'il y en a qui ont étudié, qui sont des pédagogues, qui ont étudié en sciences de l'éducation, disent qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui l'est moins, où on devrait investir notre argent, dans quelle mesure et de quelle façon. Moi, je pense que c'est tout à fait prioritaire et c'est sans mauvais jeu de mots au moment où on est rendu. Je termine avec une mini-question quiz sur ce sujet, Frédéric Bérard. À ton avis, est-ce que Bernard Drinville va terminer ce mandat de la CAQ à son poste de ministre de l'Éducation? Quelle catastrophe, hein? Puis moi, Drinville, je le connais un petit peu. C'est vraiment un bon gars. Mais franchement, là, comme politicien, là, ça va pas du tout. Moi, je pense qu'il va devoir partir plus tôt que plus tard. Ils feront pas ça, là, parce qu'ils vont vouloir se sauver la face, évidemment, mais ça devra arriver tôt ou tard. Puis n'oublions pas, hein, quand je parlais de respect face aux enseignantes, Bernard Drinville est allé dire au mois de juin, dans une table ronde du Devoir, à Brian Miles et Michel David, il dit, t'es quand même pas en train de comparer un député, toi là. Vous me dire que, OK, bon, c'est anecdotique, c'est pas la fin du monde, mais tout ça, on s'entend, là, ça suintait le mépris. Mais il a expliqué le fond de sa pensée, là. Il s'est excusé par la suite, mais ça a encore été une autre maladresse de Bernard Drinville, là. Oui, ben c'est ça. En fait, moi, c'est sûr qu'à toutes les fois que tu approches un micro, tu finis par insulter directement ou indirectement l'ensemble des profs au Québec. Et là, au mois d'août, quand tu vois la crise, l'ampleur de la crise de la pénurie, tu dis j'ai besoin d'aide. Et ça se peut que ceux que tu as méprisés pendant tous ces derniers mois se disent tu te débrouilleras avec tes histoires. Moi, je pense que franchement, ça a été une très, très, très mauvaise décision de la CAQ de recruter Drinville avec tout le bagage qu'on lui connaît, mais encore plus de le nommer ministre de l'Éducation. Je pense qu'on serait dû pour un changement. Et évidemment, comme je dis, ça n'arrivera pas cet automne, mais éventuellement, peut-être que quelqu'un comme Sonia Lebel pourrait jouer un rôle satisfaisant à cet égard. Je veux qu'on termine la chronique avec un autre dossier plus chaud, plus près de nous, des complotistes qui s'invitent au nord du lac Saint-Jean dans le cadre des blocus forestiers qui étaient au départ des revendications autochtones. Qu'est-ce qui explique ou qui justifie cette présence, à ton avis? Ah là là là, juste l'idée de rejouer dans ce film-là me décourage, comme plusieurs, j'en suis convaincu. Pour répondre à ta question, la seule réponse potentielle, à mon sens, et peut-être qu'il m'en manque des bouts, là, mais c'est que ces gens-là ont tellement eu d'attention pendant la pandémie. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont devenus des vedettes des médias sociaux, merci à ceux-ci. Des gens qui n'ont aucune compétence dans le domaine scientifique ou autre, pour pas dire aucune compétence tout court dans bien des cas, qui sont devenus des archi-vedettes des YouTube, des Facebook, et ainsi de suite. Oups, là, il n'y a plus de pandémie. On leur donne plus d'attention, ça prend d'autres sujets. Hein. Et on en voit beaucoup de ces leaders-là qui sont devenus des experts sur la question climatique. Ils disent que le réchauffement climatique, c'est une fraude, même si tous les vrais experts, eux, vous disent le contraire. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est une recherche d'attention. On va essayer de recréer l'espèce de buzz du convoi de la liberté. On s'ennuie, puis évidemment, on s'est créé des amis autour de ce phénomène-là. Donc, on va essayer de préserver ça. Ce qui est quand même assez caractéristique, pour pas dire symptomatique, de l'époque moderne, c'est-à-dire celle des médias sociaux et du nombrilisme à outrance. Mais que devraient faire les autorités? On les laisse faire ou on doit réagir si jamais il y a des blocus ou encore ils occupent une place dans les chemins forestiers? Non, là, faut réagir. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est quoi la différence entre des Autochtones puis un complotiste? La différence,
Allez voir dans la Constitution, là, les droits ancestraux pour les Autochtones sont prévus, sont inscrits, c'est clair, c'est précis depuis toujours. Les droits ancestraux de complotistes, ça, j'ai pas trouvé ça encore, puis je passe pas mal mes journées à l'intérieur des constitutions en question. Donc, franchement, là, faut arrêter les folies, là. Ils ont paralysé la capitale nationale pendant 3 semaines, 1 mois l'année dernière. On est obligé d'adopter la loi sur les mesures d'urgence, qui est quand même pas des farces. On va quand même pas rejouer dans ce film-là une deuxième fois. Ouais. Comme disait un ancien premier ministre à l'époque, c'est fini les folies. Alors voilà, et c'est fini la chronique pour cette semaine. Frédéric Bérard, merci beaucoup. On se reparle mercredi prochain. Avec plaisir. Salut. Bye bye.